Madame, monsieur, bonsoir. Il est 20 heures à Port-Gentil, c'est du côté du Gabon. Bienvenue au journal sur Reflet d'Afrique Télévision au sommaire. Soulignons que c'est au total près de 60 Camerounais en situation irrégulière qui seront à nouveau rapatriés des États-Unis d'Amérique le jeudi 4 février 2021. L'annonce a été faite à travers une correspondance signée le 29 janvier 2021 par le ministère des Relations extérieures du Cameroun et adressée au directeur de l'aéroport international de Douala. Nous en parlons dans ce 20 heures. Une semaine après l'hécatombe sur la falaise de Tchon qui a fait périr, selon le bilan officiel, 55 Camerounais et envoyé près d'une trentaine d'autres dans des hôpitaux de Bafoussam et de Tchon, le ministre de l'administration territoriale est descendu sur le site de l'accident hier lundi en implantant des panneaux de signalisation pour la sensibilisation des usagers de la route. Une semaine après ce malheureux accident, Paul Atangandi rappelle à la conscience collective que ce lieu a emporté plusieurs compatriotes. Retour sur cette descente dans ce 20 heures. En Somalie, des terroristes Shebab ont fait 9 morts. Le bilan s'alourdit et de nombreux blessés dans une attaque qui a visionné un hôtel fréquenté par des membres du gouvernement. Les détails, c'est dans ce 20 heures. Madame, monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. C'est au total près de 60 Camerounais en situation irrégulière qui seront à nouveau rapatriés des États-Unis d'Amérique. Nous le soulignons en titre. Le jeudi 4 février 2021, l'annonce a été faite à travers une correspondance signée le 29 janvier 2021 par le ministère des Relations extérieures du Cameroun et adressée au directeur de l'aéroport international de Douala, Carole Noukwa, pour les détails. Fin de séjour pour ces ressortissants camerounais qui s'en étaient allés au pays de l'oncle Sam à la recherche d'une vie meilleure. Fuyant des questions de sécurité, ces derniers sont arrivés à la croisée de leur chemin dans ce pays de Joe Biden. Selon les informations de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, ces Camerounais en situation irrégulière arriveront à Douala, région du littoral Cameroun. Selon les informations de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, ces Camerounais en situation irrégulière arriveront à Douala à 13h45 heure locale à bord du Boeing 767-200 de la compagnie Omni Air International le jeudi 4 février 2021. Et l'opération sera comme d'usage encadrée par plusieurs administrations dont le ministère des Relations extérieures. Et eu égard du contexte socio-politique, sécuritaire et sanitaire que traverse le Cameroun, des dispositions particulières seront prises pour encadrer cette opération. Les expulsions des Camerounais présumés en situation irrégulière aux États-Unis sont devenues récurrentes ces dernières années. En octobre et novembre 2020, près de 100 Camerounais ont été expulsés au bercail par des agents de service d'immigration américains. Une situation qui a suscité l'indignation de Human Rights Watch. Dans un rapport rendu public le 18 décembre 2020, l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme avait demandé au gouvernement américain de cesser d'expulser ces Camerounais vers leur pays. Pour Human Rights Watch, les différentes crises sécuritaires qui s'écoulent au Cameroun ne sont pas de nature à garantir leur sécurité une fois de retour au pays. Pour Ilaria Allegrosi, chercheuse senior à Human Rights Watch en Afrique centrale, le gouvernement américain devrait suspendre les refoulements vers le Cameroun à cause des graves menaces pour leur vie et leur liberté auxquelles les Camerounais seraient exposés à leur retour dans leur pays. Outre un risque généralisé de subir de graves dommages en raison de l'actuel climat de violence dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, avait-elle poursuivi, les personnes renvoyées au Cameroun sont également confrontées au risque de torture, de mauvais traitements du fait de leur opposition réelle ou supposée au gouvernement de Paul Biya. Human Rights Watch avait estimé que ces Camerounais, autant que les ressortissants des pays étrangers en situation irrégulière sur le sol américain,
devrait se voir octroyer un statut de protection temporaire destiné à préserver les citoyens et les résidents habituels du pays qui traversent des circonstances extraordinaires. Une semaine après l'hécatombe de la falaise qui a fait périr, selon le bilan officiel, 55 Camerounais envoyés, une trentaine d'autres dans les hôpitaux de Bafoussam et de Tchon. Le ministre de l'administration territoriale est descendu sur le site de l'accident hier lundi en implantant des panneaux de signalisation pour la sensibilisation des usagers de la route. Une semaine après ce malheureux accident, Paul Atangandi voulait rappeler à la conscience collective que ce lieu a emporté plusieurs compatriotes. Liliane Fogem, reportage. Ici, 55 morts, RIP, attention, danger. C'est ce qui est écrit en noir sur blanc sur ces panneaux de signalisation. Deux plaques qui interpellent désormais la conscience de tous. Une approche stratégique pour Atangandi de sensibiliser les usagers de la route et les appeler à plus de prudence. Le ministre s'est rendu dans la région de l'Ouest Cameroun lundi 1er février 2021 sur le lieu du drame pour rendre hommage aux disparus et réconforter les rescapés du drame survenu le 27 janvier 2021 sur la falaise de Tchon et qui a fait un bilan de 55 morts et 28 blessés. C'est un événement assez triste. Je crois que le chef d'État, père de la nation, comme d'habitude, a pris des décisions importantes pour encadrer les familles endeuillées. Le ministre des Transports était ici sur le lieu hier. Il a annoncé ces mesures salutaires du chef de l'État. Moi, le ministre de l'administration territoriale chargé de la protection civile, j'arrive également sur le lieu pour, à la suite, n'est-ce pas, de ce message de condoléances du chef de l'État et du premier ministre chef du gouvernement, n'est-ce pas, exprimer aussi ma tristesse face à ce drame. Et j'ai apporté un seul message, c'est-à-dire c'est cette plaque qui indique clairement qu'il y a eu 55 morts ici. Parce que la protection civile, c'est la pédagogie, c'est la sensibilisation pour que les gens comprennent que sur ce lieu, il y a eu 55 morts. 55 morts des innocents, 55 morts de trop, 55 morts à cause de notre négligence, à cause de notre complaisance. Donc il est important que ces plaques soient implantées pour que à chaque fois que les autres conducteurs arriveront ici ou ailleurs, ils vont se rappeler qu'il y a eu 55 morts et que c'est un véritable drame. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas resté insensible face à cette hécatombe qui a touché la communauté nationale et internationale. Sa présence dans cette partie du pays s'inscrit dans le cadre de la protection civile relevant de son département ministériel et la présence de ces panneaux sur cet axe routier a pour mission d'intégrer la prudence dans l'esprit des Camerounais. Son Excellence, le président Paul Biya, a adressé un message de condoléances aux familles endeuillées à travers le gouverneur de la région de l'Ouest. Et le chef de l'État a souhaité prendre rétablissement aux blessés qui sont à l'hôpital. Initialement, le gouverneur de la région nous avait parlé de 52 morts, mais après maintenant, les statistiques démontrent qu'il y a eu 55 morts à ce jour. C'est un événement assez triste. Et je crois que le chef d'État, père de la nation, comme d'habitude, a pris des décisions importantes pour encadrer les familles endeuillées. Dans son action de protection civile, le MINAT s'est aussi assuré du bon respect des instructions du chef de l'État concernant la prise en charge, l'encadrement des accidentés et de leurs proches. Il a également effectué sur les lieux du drame une prière pour le repos des âmes des disparus en invitant l'ensemble du peuple camerounais à prier avec solidarité pour que de tels accidents soient à jamais évités à l'avenir. Quelques jours après le drame du 27 janvier dernier survenu effectivement sur le corridor Bafoussam-Douala au lieu dit falaise de Tchon qui affiche un bilan de 55 morts et 28 blessés à ce jour. Vous avez d'ailleurs entendu le ministre de l'administration territoriale. Le ministre Jean-Ernest Massinangale BBS s'est rendu dans la région de l'Ouest Cameroun du 31 janvier au 1er février 2021. Pendant 2 jours, il a tenu des séances de travail avec le gouverneur de la région de l'Ouest et les acteurs du secteur de transport de cette région. Liliane Foguen.
L'installation de 2 radars semi-portatifs de dernière génération est opérationnelle de jour comme de nuit sur le corridor Yaoundé-Bafoussam. C'est l'une des résolutions prises par le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, au sortir de la séance de travail avec le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkwa Augustine. Quelques jours après le drame survenu sur l'Arse Tchon-Dola, le 27 janvier 2021, au lieu dit falaise de Tchon, impliquant un camion transportant du liquide inflammable sans autorisation et un bus de la compagnie de transport interurbain Ménois Voyage, faisant un bilan de 53 morts et 29 blessés. Le chef du département ministériel des transports camerounais s'est rendu dans la région de l'Ouest Cameroun dimanche 31 janvier 2021 sur instruction du chef de l'État camerounais Paul Biya pour dire la compassion du gouvernement aux familles des victimes et aux rescapés de ce malheureux accident. Pendant 2 jours, M. Masséna Ngalé-Bibéé s'est entretenu avec les différents acteurs du secteur des transports de cette localité. Occasion de plus d'apprécier et d'évaluer les mots qui gangrènent ce corps de métier. Il s'agit notamment des voyages de nuit et le transport clandestin des produits pétroliers. Au cours des séances de travail, il a également attiré l'attention des uns et des autres sur leurs responsabilités respectives afin d'éviter de transformer les routes en de véritables mouroirs. Un avis que partagent de nombreux responsables présents à cette rencontre. De Mabba, qui finit faire l'accident à Sancho, étant escorté par ceux-là qui sont censés mettre fin à ça. Nous sommes tous confrontés, nous sommes tous en nous. Ça peut être même nos enfants, nos mamans, ou nos épouses, ou nous-mêmes. Chacun de nous, les responsables sont départagés. Chaque Camerounais devait prendre sa main. C'est passé devant des personnes. Ceux-là ont vu qu'est-ce qu'ils ont fait. Dénoncer. Et puis si personne ne fait rien, vous aurez assumé votre devoir citoyen qui était de dénoncer. Néanmoins, les transporteurs ont compris les souhaits du ministre des Transports et ont promis de mettre en pratique ces recommandations. Ceux qui voyagent dans la paix et dans la tranquillité. Nous vous promettons que par la grâce de Dieu, nous allons nous battre pour que les choses aillent pour le mieux. Je vous remercie, Excellence. Hier, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé a relevé plusieurs manquements et insuffisances après l'examen des rapports des audits techniques et administratifs récemment réalisés dans les terminaux de certaines compagnies de transport routier interurbain de personnes. Il s'agit entre autres d'une mauvaise qualité managériale généralisée des compagnies ponctuée par une organisation et une gestion sommaire et archaïque, l'emploi des chauffeurs sans contrat ni affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale et avec une faible rémunération, l'absence d'organisation des séances de recyclage des chauffeurs, la surcharge via l'augmentation du nombre de sièges dans les véhicules par les chauffeurs sur des accords préalablement définis par les responsables de la compagnie. Au regard de toutes ces problématiques, le ministre a donc pris des mesures immédiates pour stopper l'hémorragie sur l'axe routier, à savoir la mise en place d'une brigade de contrôle mixte pour lutter contre le transport clandestin et veiller au respect des règles en matière de circulation routière. Aussi de mettre un accent particulier sur le déploiement de la dite brigade, surtout lors des contrôles de nuit. Selon le ministre, 2 tiers des 10 accidents se sont produits dans la région de l'Ouest ou sur les axes routiers en provenance ou en direction de l'Ouest Cameroun. Ces mêmes 2 tiers d'accidents se sont tous produits entre minuit 30 et 3 heures du matin. Reste plus qu'à espérer que cette rencontre tienne la promesse des fleurs. Parce que, comme le dit si bien l'adage, la roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Vous ne semblez pas si bien lui dire, Lydiane Foguen, la route n'a jamais tué. En fait, c'est les responsabilités des hommes qui entraînent souvent toutes ces hécatombes. Je vous propose, madame, monsieur, d'écouter à présent le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibéé, qui revient sur les motifs de sa descente du côté de la région de l'Ouest Cameroun. C'était un moment assez émouvant. Je dirais même très émouvant pour nous d'être venus ici aujourd'hui. Vous êtes tous sans ignorer la douleur que connaît notre pays depuis 3 jours, 4 jours. Après cet incident malheureux, le chef de l'État a pris à bras le corps ce problème et a décidé de prendre en charge la totalité, je dis bien la totalité des frais liés à cet incident. Nous sommes donc envoyés ce jour, nous sommes en mission du gouvernement, sur très haute instruction du chef de l'État, pour d'une part venir dire, une fois de plus avec force, ce qu'il avait déjà dit, c'est-à-dire la compassion du gouvernement, et apporter notre soutien
aux familles endeuillées et notre réconfort aux victimes. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, qui est toujours en droite ligne avec la première, c'est de venir ici avec les autorités administratives pour nous assurer des mesures qu'il conviendra de prendre en pareille circonstance, qui explique la présence des autorités administratives ici aujourd'hui. En 10 années, notre pays a fait énormément d'efforts. Un seul chiffre que je me plais de vous dire. En 10 ans, le nombre de morts sur nos routes est passé de 6 000 à 600 par an. C'est dire que des efforts considérables ont été réalisés. Mais l'objet de notre descente ici aujourd'hui, en deuxième, c'est au vu de l'impact difficile des 2 derniers accidents, celui de Ndikimineki et celui de Tchon, il était important pour nous d'apprécier pour une énième fois 2 problèmes préoccupants. L'un qui concerne les voyages de nuit, pour lequel nous sommes également venus ici pour voir avec les autorités administratives dans quelle mesure le réguler. Et le deuxième impact qui nous concerne ici, c'est le transport clandestin des produits. Le ministre de la Santé publique camerounaise est en visite du travail dans la même région, notamment du côté de l'ouest, depuis hier, après le MINDU, le MINAT et le MINTransport, comme vous l'avez d'ailleurs vu. Manaouda Malachi, accompagné de sa délégation, s'est rendu dans cette région du Cameroun pour rendre également hommage aux victimes de l'hécatombe du 27 janvier dernier à la falaise de Tchang, qui a coûté de la vie à de nombreuses personnes. Il a aussi procédé à une visite inopinée du centre médical d'arrondissement de Famla à Bafoussam, l'hôpital district du Midi, afin de toucher du doigt la réalité de ces infrastructures sanitaires. Ce mardi, il s'est rendu au lieu du drame à la falaise de Tchang et a tenu une séance de travail avec les personnels soignants de cette localité dans le contexte marqué par la Covid-19. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, promet la remise des clés dans un mois aux 250 acquéreurs en attente de leur logement à Douala depuis 2013. Une décision qui a été prise hier lundi au cours d'une réunion de clarification avec les bénéficiaires en présence des autorités de la région du littoral, notamment du gouverneur de la région du littoral. C'était dans ses services. Je vous propose d'écouter le compte rendu de Liliane Foggen. Dans un mois, le problème sera résolu. Les acquéreurs des logements sociaux de Banga Bakoko à Douala auront leur logement. En visite de travail de 3 jours dans la capitale économique du Cameroun, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu à rassurer les acquéreurs au cours d'une réunion de clarification tenue le 1er février 2021 dans les services du gouverneur. Une séance de travail à laquelle prenaient part les directeurs généraux de l'important programme gouvernemental de construction de 10 000 logements et d'aménagement de 50 000 parcelles constructibles du trio SIC, CFC et Maïtur. Cette réunion s'est tenue au lendemain de la descente que Célestine Kétia-Cortez a effectuée sur le site de ce programme et qui lui a permis de constater plusieurs dysfonctionnements et avoir des éléments concrets pour répondre aux préoccupations légitimes de ses acquéreurs. Depuis mon dernier passage, nous encourageons les programmes des PME camerounaises qui nous ont fait défaut, qui ont empêché que le rêve du chef de l'État se réalise dans les délais. Nous sommes là pour voir l'évolution et surtout nous assurer qu'au terme de nos échanges, nous allons pouvoir donner des recommandations concrètes. Nous allons pouvoir loger les Camerounais. Sur les 1675 logements en construction lancés en 2010, seuls 500 ont déjà été réalisés à cause de l'incompétence de certaines entreprises locales qui n'ont pas rempli leur contrat, contrairement aux entreprises étrangères qui ont honoré à leur engagement.
Pour marquer sa désapprobation, Selasinketia Koutes a résilié le contrat de plusieurs entreprises locales incapables de respecter leurs engagements. Au terme des échanges avec ses acquéreurs, le MINDU s'est réjoui de la compréhension de la situation par ces derniers, dont 119 demeurent éligibles au financement du Crédit foncier du Cameroun et ont une semaine pour actualiser leur dossier auprès du Crédit foncier du Cameroun. Les prochains bénéficiaires feront partie de la troisième vague d'acquéreurs après celle des 50 premiers en août 2019 et 32 en juillet 2020. Après avoir accusé plusieurs années de retard, plusieurs acquéreurs dénoncent des magouilles et les coûts élevés de ces logements qui poussent souvent certains à renoncer. Les prix d'acquisition varient de 19,5 millions de francs CFA à 22,3 millions de francs CFA. Des coûts jugés hors de portée des Camerounais, moyens auxquels ces logements sont censés pourtant destinés. D'après le gouvernement, il s'agit d'un projet structurant qui bénéficie de l'accompagnement des ministères de l'Habitat, du Cadastre, de l'Énergie, des multiples partenaires et des promoteurs immobiliers privés nationaux pour l'amélioration de l'offre de l'habitat décent au Cameroun. Il faut noter qu'il y a quelques jours, le directeur général de la SIC, Amadou Sadaouna, publiait une liste de 452 personnes invitées à libérer les logements sociaux qu'ils occupent dans un délai d'1 mois. Ceci à cause du non-paiement de leurs charges locatives et le contrat qui les lie à la SIC, déjà résilié de plein droit conformément à l'article 5 du contrat de bail. Emploi depuis de nombreuses années à des concurrents farouches, la trésorerie de la cotonnière industrielle du Cameroun broie du noir et l'apparition de la pandémie au nouveau coronavirus n'a pas facilité les choses pour cette entreprise. Entre vétusté des machines, arrêt temporaire d'activité dans son usine de production de Garoua, la cotonnière industrielle du Cameroun est en passe de faire faillite. Carole Nukwa nous en dit plus. Frappée de plein fouet par la pandémie au nouveau coronavirus, la cotonnière industrielle du Cameroun a perdu au cours de l'année 2020 un montant cumulé de près de 3,5 milliards de francs CFA. Une perte qui a été d'une part accrue à cause des perturbations dans la production du pain du 8 mars, date qui marque la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet événement permet à cette entreprise publique de réaliser chaque année une part importante de son chiffre d'affaires. Et d'autre part, le vieillissement et l'obsolescence des équipements de production dont certains n'ont jamais été remplacés depuis la création de cette entreprise. De plus, l'entreprise cumule une ardoise de 21 milliards de francs CFA de dette et un déficit net de trésorerie de plus de 3 milliards de francs CFA. Ces soucis financiers ont engendré l'incapacité de l'entreprise à honorer ses engagements auprès des principaux fournisseurs que sont Eneo, la Société de développement du coton, la Caisse nationale de prévoyance sociale, Gaz du Cameroun et bien d'autres. La seule industrie du textile actuellement en activité en Afrique centrale connaît de sérieuses difficultés. Suite à des impayés de 1,3 milliard de francs CFA à la Société de développement du coton, celle-ci a dû suspendre les livraisons de la matière première à l'entreprise publique, ce qui a favorisé la fermeture temporaire de l'usine de production de la cotonnière industrielle du Cameroun à Garoua. En une trentaine d'années, les parts de cette entreprise sur le marché local ont connu une baisse drastique en passant de 85% en 1985 à 5% en 2016. Comment la cotonnière industrielle du Cameroun compte-t-elle relever la pente quand on sait que dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Cameroun à l'horizon 2030, le gouvernement camerounais a fixé 4 objectifs à la SICAM. Il s'agit d'augmenter la production cotonnière nationale au seuil de 600 000 tonnes par an à l'horizon 2025, intégrer la transformation industrielle de la fibre locale pour atteindre un taux minimum de 50% à l'horizon 2030, développer une industrie de fabrication et de confection des tenues, notamment de sport, maillots, survêtements, baskets, capable de satisfaire au moins 50% de la demande nationale et fournir les grands corps de l'État, militaires, policiers et civils en tenues et équipements. Pour remédier à cette situation et permettre à la SICAM de retrouver ses lettres de noblesse d'antan, l'entreprise publique devrait songer à une bonne restructuration. Il convient de rappeler par ailleurs que la cotonnière industrielle du Cameroun est née en 1965 de la coopération entre l'État du Cameroun, la Banque allemande de développement et le groupe français du textile. Et en 2008, elle devient la propriété de l'État du Cameroun.
Le sujet Basile à Tanganakuna refait surface au Cameroun, ce dernier inculpé pour une affaire de détournement de deniers publics, de fonds remboursés, de corps de délit, écroué à la prison centrale de Kondengui depuis mars 2018. L'ex-patron de la Camoite et ministre des Mines, par ailleurs, devrait en principe être libre. Abdou Salam nous en dit plus. Le 2 décembre dernier, Paul Biya, à travers son secrétaire général à la présidence de la République, a ordonné l'arrêt des poursuites à l'encontre de Basile Tanganakuna, l'un des plus grands prévaricateurs de la fortune publique. Accusé pour d'énormes détournements avérés et confirmés par les différentes saisies de ses fonds dans ses comptes et coffres loués dans plusieurs banques locales et étrangères, l'on apprend de l'hebdomadaire du monde judiciaire Kalara que dans le cadre de ces affaires qui remontent à 2015, Basile Tanganakuna et un autre co-accusé ont remboursé le corps du délit, soit exactement un montant d'1,736,401,870 francs CFA. Le 5 juin 2020, le tribunal criminel spécial a entériné l'arrêt des poursuites prononcé par le procureur général Justine Ngoumou-Chokontieu. Ceci avec l'onction de la partie civile, à savoir Kanwater, qui exigeait la restitution du corps du délit au détriment d'un long procès. Quels sont donc les arguments qui ont poussé Paul Biya à demander l'arrêt des poursuites contre Basile Tanganakuna, pourtant coupable de nombreux détournements avérés et malgré le fait qu'il se soit souscrit à la justice camerounaise en s'infiltrant illégalement au Nigeria voisin avant d'être arrêté et ramené manu militari au Cameroun à bord d'un avion affrété aux frais du contribuable. Il a d'ailleurs été condamné pour cet acte à 1 an d'emprisonnement ferme. Paul Biya, par cette demande, ne décrédibilise-t-il pas définitivement l'opération Épervier? Ne donne-t-il pas raison à ceux qui arguent que l'opération Épervier n'est en réalité qu'un instrument de la justice utilisé à des fins politiques, instrument qu'il actionne à chaque fois que son pouvoir pourrait être menacé ou lorsqu'il veut tenir en laisse certains de ses collaborateurs gênants? Cette sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République camerounaise, s'apparente comme une démonstration réelle de la mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Comment peut-on distraire les biens publics qui auraient pu participer à l'amélioration du quotidien des Camerounais et prétendre à la liberté après avoir remboursé le corps du délit? N'est-ce pas un quitus que le pouvoir central donne aux gestionnaires de la fortune publique qu'ils peuvent voler, se faire arrêter pour les plus malchanceux et se faire relaxer par la suite après avoir remboursé une partie de ce qui leur est reproché? Un véritable coup de poker qui sourit souvent à de nombreux Camerounais qui réussissent à passer entre les mailles du filet. Tension foncière, le Mongo, notamment le village Mundek Ballon à Mombo par Mbanga, est au bord de l'implosion suite à l'incendie d'apparence criminelle survenu la nuit dernière selon des témoignages recueillis sur place. Effectivement, la tension est à son comble dans cette partie du Mongo, dans la région du littoral. L'incident de cette nuit, malgré l'évolution contextuelle, survient sous le sceau des mêmes prétentions, attribuées naturellement sous réserve de l'enquête qui sera certainement ouverte aux descendants de ces envahisseurs qui en leur temps ont abondamment fait couler beaucoup de larmes du côté de cette communauté depuis près d'un demi-siècle. Voilà donc dans quelle détresse est de nouveau plongé le peuple de ce village au sein duquel la colère est de plus en plus mal contenue avec un risque d'implosion réelle de violence avec les autorités administratives dont on ne soulignera jamais la passivité généralement en pareille circonstances. On reviendrait effectivement sur cette importante actualité. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Sa Majesté Bébé Sonnet José, chef de 3e degré du village Mundek Ballon à Mombo par Mbanga. Si nous vivons cette situation depuis un temps, nous ne sommes pas faibles. Nous avons des possibilités de rendre le Mongo invivable. Il y a des possibilités. Nous sommes un peuple épris de paix. Cela n'est pas synonyme de faiblesse. Nous pouvons un jour lâcher nos chiens, les chiens allemands,
qui peuvent aussi réagir par rapport à toutes ces blessures que nous avons eues. Les plaies sont encore saignantes. Pendant qu'on est en train de les traiter, les gens viennent encore refaire la même chose. Nous ne sommes pas des faibles. Les filles du Mungo ne sont pas faibles. La réaction peut être catastrophique si rien n'est fait. Après avoir été proclamé vainqueur de l'élection le 14 janvier dernier en Ouganda, le président Yoweri Museveni voit sa victoire contestée une fois de plus par l'opposant Bobi Wine qui sort une assignation à résidence. Ce dernier a porté à l'attention de la Cour suprême une requête au fin d'annuler cette élection qu'il a qualifiée de mascarade au vu des irrégularités observées. Selon lui, en Somalie, des terroristes Shebab ont fait 9 morts et de nombreux blessés. Le bilan continue d'ailleurs de s'alourdir dans une attaque qui a visé un hôtel fréquenté par des membres du gouvernement. Écoutons Blanchard Thierry Sob à ce propos. Quelques jours seulement après la levée de son assignation à résidence, l'opposant ougandais Bobi Wine rejette les résultats des dernières élections présidentielles qu'il qualifie également de mascarade. Il a, à cet effet, saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats de l'élection présidentielle qui auraient été entachés, selon lui, par des fraudes qui ont rassuré la réélection du président sortant Yoweri Museveni. Le député de 38 ans et ancien chanteur qui disposait de 15 jours après la déclaration des résultats par la commission électorale pour les contester devant la justice permet ainsi à la Cour suprême de statuer sur son cas sous 45 jours. Bobi Wine devra cependant prouver devant la Cour suprême que les irrégularités qu'il relève ont eu un impact réel sur l'issue des résultats. Il sera également confronté au fait que la Cour ne regarde pas le processus qui a mené aux élections, mais seulement les événements survenus lors du scrutin et le jour de la déclaration des résultats, ce qui rend les actes frauduleux difficiles à prouver. D'après son avocat, on note le bourrage des urnes par des soldats, les registres électoraux qui ont été trafiqués dans certains sites, des tactiques d'intimidation auprès des électeurs et des manipulations des résultats dans certains bureaux de vote. De son côté, le chef de l'État affirme que cette élection a été la plus transparente que le pays ait jamais connue depuis son indépendance en 1962. En Somalie, 9 personnes ont trouvé la mort dans une attaque des terroristes Shebab dans un hôtel de Mogadiscio, la capitale du pays, dimanche dernier. Selon les faits, une voiture piégée aurait explosé devant cet établissement hôtelier situé non loin de l'aéroport international et fréquenté par des fonctionnaires, des membres des forces de sécurité et des chefs de communauté. 3 hommes armés ont ensuite pénétré le bâtiment, ouvrant le feu sur les clients. Encerclés par des membres de l'armée somalienne, les échanges de tirs et bruits d'explosions ont duré jusqu'à la tombée de la nuit avant que ces assaillants ne soient tous neutralisés par les forces de sécurité. Lecture de ce communiqué signé ce 2 février 2021 par les membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football qui souligne au terme de ces travaux, après avoir pris acte de la décision du TAS du 15 janvier 2021 dans la procédure TAS 2019-A-6258 et après avoir analysé ses conséquences de droit, notamment la vacance à la tête de la FECAFOOT, les membres de l'Assemblée générale ont décidé de, petit 1, retirer toute compétence à M. Seydou Mbombon Djoya et aux membres du comité exécutif élu le 12 décembre 2018. Petit 2, désigné pour une période de 3 mois à compter de son installation un comité exécutif provisoire chargé de gérer les affaires courantes de la FECAFOOT, de réviser les statuts et le code électoral de la FECAFOOT et d'organiser un processus juste, équitable et transparent et dont la composition est la suivante. Président, sénateur Albert Mbida, vice-président Prince
Ndoki Mokete, membre, Dr François Dikoumé, Dr Tado Oumarou, Monsieur Boudiko Yukeka Pierre, Monsieur Lucien Metomo, Monsieur Sa Waltez. Et également en petit 3, réquisitionner une partie des locaux et du personnel de la Ligue de football professionnel du Cameroun et à mettre à disposition du comité exécutif provisoire en attendant effectivement que le siège de la FECAFOOT illégalement occupé soit libéré. Cette décision a été signée, je vous le disais tout à l'heure, ce 2 février 2021. Madame, Monsieur, c'est sur cette importante information en sport, notamment autour de la Fédération camerounaise de football, que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté une fois de plus. Nous disons bonsoir, un bonsoir tout à fait particulier à toute la communauté de sourds et de malentendants qui suit avec beaucoup d'intérêt cette session d'information sur Reflet d'Afrique Télévision, la seule télévision inclusive émettant depuis le Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir et demain 20h.